Et puisque André Malraux nous entend en ce moment, je voudrais tout de suite, André Malraux, vous demander comment vous réagissez à l'annonce de la mort de Max Ernst, puisque, vous le savez, cette nuit à Paris s'est éteint lui qui est considéré comme l'un des grands peintres contemporains. Est-ce votre avis? Max Ernst était certainement un peintre de grand talent. Nous avions fait la grande rétrospective du art moderne qui donnait la quasi-totalité de son œuvre. Maintenant, nous le savions, mais là, depuis un certain temps, assez âgé, et je veux dire, pour nous, il n'y a pas eu grande surprise. Pas naturellement, il y a toujours, dans l'annonce de la mort, quelque chose de frappant, dans le cas de Picasso. Mais quand c'est un malade âgé et qui ne peint plus, en somme, il n'y a pas le même élément de surprise. Alors, qu'en restera-t-il? Comme vous savez, il y a en somme deux Max Ernst. Il y a une sorte d'illustrateur indéfini, proliférant, et quand il était marié à Madame Guggenheim, elle montrait les forêts, elle disait ce sont les portraits de famille, ça c'est ma fille, ça c'est moi, ça. Et puis alors il y a le grand Max Ernst, c'est-à-dire un homme employant des moyens relativement dépouillés à l'intérieur d'une puissance poétique peu commune, et qui est certainement l'un des plus grands peintres du surréalisme sans discussion. Voilà donc le jugement d'André Malraux sur Max Ernst. Et avant de retrouver dans un instant André Malraux, je crois qu'il serait bon quand même de rappeler avec vous, Adam Saunier, ce qu'a été ce peintre ignoré pendant longtemps, découvert après la guerre, ou disons célébré après la guerre. Bon, bien, il faut d'abord dire qu'il est mort dans sa 85e année, très précisément. Il aurait 85 ans aujourd'hui, et on s'apprêtait parmi ses amis, à célébrer ses 85 ans. Il était né à Brûle, près de Cologne. Son père, et c'est assez intéressant, était professeur dans un institut pour sourds-muets. Il avait fait des études de philosophie, de psychiatrie et d'histoire de l'art. Et il avait fait la guerre de 1914 en première ligne. Au retour de la guerre, révolté par la guerre, il a participé au mouvement Dada. Dada était un mot choisi absolument au hasard, et un mouvement d'intellectuels et un mouvement de révolte contre tous les conformismes. Puis il y a eu une rencontre extrêmement importante dans sa vie, c'est sa rencontre avec Éluard au Tyrol, vers 1921. Il se fixa en France, et puis il participa, près d'autres poètes, dont naturellement Breton, au mouvement surréaliste. C'est donc un peintre surréaliste. Et, comme l'a excellemment dit André Malraux tout à l'heure, c'est un peintre extraordinairement attachant et un illustrateur. Mais c'est aussi un littéraire. Il aimait écrire. Il écrivait des poèmes très beaux, mais il détestait parler de lui. On a très peu d'enregistrements de lui le concernant, et c'est pourquoi les quelques mots qu'il a bien voulu accepter d'enregistrer pour nous il y a une dizaine d'années ont pour nous aujourd'hui une valeur assez extraordinaire. Il parle de sa première exposition à Paris, et puis de sa recherche de l'absolu, et surtout, c'est le maître mot, de la liberté. Je voudrais que nous puissions voir maintenant ces images et entendre Max Ernst. La première exposition à Paris a été faite en 20 ou 21, et c'était Breton qui l'avait organisée. C'était dans une librairie-galerie qui se trouvait à l'époque avenue Kléber. Elle s'appelait Au Sans Pareil. Les œuvres de Max Ernst sont toujours tournées au-delà du monde visible.
au-delà de la peinture et au-delà des limites, de mes propres limites. Si je reste fidèle à cette idée de reculer les limites, je reste fidèle à moi-même. Et rester fidèle à soi-même, pour Max Ernst, ce fut rester fidèle à la poésie. À mon avis, toute peinture digne de ce nom doit être poétique. Que ce soit une poésie écrite ou une poésie peinte, pour moi, ça n'a fait aucune différence. Pour moi, la poésie que je voudrais écrire, je la fais plus facilement par les moyens plastiques que par les paroles. Et ça ne veut pas dire que j'ai un thème poétique qui m'est conscient quand je commence à travailler. Au contraire, pour moi, l'exécution d'un tableau est un moyen d'arriver au poème que je cherche. Le but, c'est la liberté absolue, naturellement, n'est-ce pas? Alors le but, c'est l'impossible. Il faut que ce but reste toujours présent dans l'esprit, autrement, on est fichu. Tout art, André Malraux, n'est-il pas une expression définie de la poésie? Est-ce que tout art n'est-il pas l'expression, une définition de la poésie? Donner des définitions de l'art et donner des définitions de la poésie, c'est absolument perdre son temps. Ce sont des termes vides de sens, enfin. Ce sont des mots, c'est ça. Ce sont des mots à sens superposé. Enfin, les très grands mots, amour, mort, religion, etc., sont des mots dont la force vient de ce qu'ils ont des superpositions formidables. Personne ne sait ce que veut dire le mot art, puisque étymologiquement, ça veut dire manière. Donc, c'est rien du tout. Ce qui est la vérité, c'est que, évidemment, l'immense musée imaginaire a sa grande coupole avec le mot art écrit dessus, et il bénéficie de tout ce qu'il y a dedans. Mais Picasso, dont vous parlez longuement dans justement La Corde et les souris, qui, je le rappelle, sont publiés aujourd'hui chez Gallimard, dans la collection Folio, Picasso disait, mais qu'est-ce que c'est que l'artiste, enfin? Qu'est-ce que c'est que le style? Est-ce que Dieu a un style? Ah, il tenait beaucoup, mais il est le seul, n'est-ce pas, à ne pas approfondir son art. C'est pour ça qu'il était contre l'idée de style. Il estimait qu'à partir du moment, il estimait, quand il a eu 30 ans, 32 ans, à la fin du cubisme analytique, il a considéré que ce qu'un peintre avait fait devait être détruit par ce qu'il ferait. De la même façon que dans l'histoire de l'art, les plus grands génies ont leur successeur. Il voulait être son propre successeur. Et de ce point de vue, il est un cas certainement unique, parce que je ne vois pas dans l'histoire entière de la peinture un seul peintre de premier rang qui ait pensé que le génie, c'était de détruire ce qu'on avait fait en le dépassant. Tous les autres ont pensé que le génie, c'est approfondir son art et l'amener au maximum de profondeur. Qu'il s'agisse d'un génie extrêmement transparent comme Vermeer ou d'un homme comme Rembrandt. Pas dans les deux cas. Et alors, en poésie, c'est exactement la même chose. Il est évident que quand Victor Hugo écrit Beaux endormis, il a le sentiment tout à fait net qu'il n'aurait pas pu atteindre ce niveau de génie quand il avait 25 ans.